Bien, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ici. Alors, l'avantage de passer après Nicolas, c'est qu'à peu près, il a dit beaucoup de choses, donc on va zoomer sur nos métiers respectifs. C'est toujours quelque chose de vous retrouver après. Alors, il y a quand même beaucoup de monde qu'on a vu à Lisbonne il y a une semaine, donc ça fait un peu bizarre de les retrouver ici dans une cave parisienne du boulevard Haussmann. Mais avec toujours un grand bonheur, puisque ça nous a permis de prendre la température de l'état de l'art, hein, du marché. Nicolas l'a un peu dit, on va y revenir. Il y a une forme de compétition. Paul va en parler d'ailleurs, hein, sur notamment les négociations en cours au niveau des conditions d'accès aux garanties publiques à l'échelle de l'OCDE. Une prise de conscience, et je le souligne d'ailleurs, hein, d'une administration en général, Nicolas l'a rappelé, qui est en train également de se rapprocher davantage des entreprises, hein, cette volonté d'être une administration plus marchande que gendarme. Et c'est pas évident parce qu'il y a des racines, il y a des habitudes, il y a des pratiques, il y a des héritages. Et c'est pas nous qui le disons, c'est les entreprises qui vont aujourd'hui, dans une Europe ouverte et dans un monde qui est compétitif, faire du picking là où il y a de l'efficacité, de la rapidité, de la réponse, des solutions, etc. Alors on le fait avec beaucoup de rationnel, évidemment. Il ne s'agit pas de dire qu'on est nul, les autres sont meilleurs, pas du tout. On a un arsenal financier qui est relativement puissant, avec des dispositifs qui sont très largement au niveau de ce qui peut exister dans des pays les plus en avance en la matière. Ce qu'on ne fait pas, c'est le totalement délié. Ça, je crois que c'est assumé, hein. C'est-à-dire que d'aller planter un drapeau en disant un jour vous achèterez français, mais pour l'instant, c'est cadeau. On n'y est pas, hein. Et puis, c'est pas dans l'air du temps, hein. Sous contrôle de Paul, je pense que c'est pas l'objet de tout de suite. En revanche, mettre de la souplesse, de la rapidité, de l'efficacité commerciale, faire gagner des deals, parce qu'à la fin des fins, c'est ce qu'on veut, c'est que le business tourne et que vous gagnez des marchés, que vous fassiez du chiffre d'affaires, que vous preniez de la commande, et qu'on soit un agent quelque part de ce business que vous déployez. C'est tout ce qu'on met à l'intérieur du plan stratégique de BPI France pour les 3 à 4 ou 5 prochaines années. Alors, en résumé, si je zoome sur ce qui a été dit juste avant, alors il y a l'activité. Je ne reviens pas sur ce qu'a dit Nicolas sur l'année passée. J'ajouterais peut-être que dans le financement du BFR international de nos entreprises, nous injectons chaque année 600 millions d'euros. Ça s'ajoute au crédit export qui est fait sur les métiers de crédit, donc de financement internationaux, donc d'export. S'ajoute 600 millions d'euros de crédit pour un petit millier d'entreprises qui financent, PME, ETI en France, des croissances externes, des implantations ou le BFR de leur développement international. Ce sont des prêts à 7 ans, je vous le rappelle, dont 2 ans de différé, très très actifs, notamment aux côtés des réseaux bancaires, puisqu'il est toujours en 1 pour 1, hein, on le vit avec l'écosystème privé, soit des fonds d'investissement, soit des banques. La GPI également, garantie de projets internationaux, est très dynamique. La GPI, c'est zéro délocalisation, que ce soit bien clair. Ce n'est pas un outil qui finance les implantations d'usines pour ne pas produire en France. C'est un produit de bureau de représentation, de bureau de distribution, de bureau de partenariat, ou tout simplement d'acquisition d'un concurrent, massivement en termes de croissance, hein, plus 68% depuis le début de l'année sur ce produit-là, en Europe. Le moteur européen qu'on prédisait en termes de reprise l'année dernière, et c'est ce qui se passe. Les produits de crédit que j'évoquais sont en croissance de 62%, les produits de GPI en croissance de 68%. Ça traduit la concentration du marché européen et nos entreprises qui, grâce au quoi qu'il en coûte, sont aujourd'hui dans une disposition beaucoup plus agile que nos concurrents européens, pour le moins. Alors on est à fond. Et derrière ça, ça traduit beaucoup d'actions que je vais décliner rapidement en 5 minutes, qui vont être reprises d'ailleurs dans la voix du client et dans les sujets du climat que vous traiterez dans la matinée. 2 sujets majeurs, vous l'aurez compris. Mais pour y répondre, il y a des fondamentaux que nous souhaitons adresser. Parmi les fondamentaux, donc le digital et le climat, sur le digital, on va continuer d'accélérer la simplification des process, vous l'avez compris. On continue avec parfois un peu de retard, souvent même, l'enfer de la transformation digitale que tout le monde connaît d'ailleurs, hein. Je pense que s'il y en a un dans la salle qui est dans le temps de passage de sa transfo digitale prévue au départ d'un projet, je veux la clé, hein. Mais je pense qu'en général, on est tous rattrapés par des problématiques de décalage, d'accès à la compétence ou de ressources sur nos transfos. Alors oui, on y est. On continuera d'investir pour que l'expérience client, le onboarding, la conformité, les décisions, le suivi du dossier, les demandes, bref, que cette expérience soit de plus en plus fluide, de plus en plus facile et qu'elle vous offre davantage de transparence et de visibilité sur l'ensemble de la panoplie, hein, de l'assurance crédit en passant à l'instruction unique des petites opérations, comme l'assurance prospection ou les autres produits de la gamme à l'export.
Le deuxième sujet sur le digital, c'est la transformation des entreprises elles-mêmes. C'est-à-dire que nos entreprises françaises sur le digital ne sont pas au rendez-vous de leur maturité nécessaire pour grandir à l'export. C'est tout simple, mais il existe une scène tech française qui n'a pas de nom, qui n'a pas d'étendard, qui aujourd'hui, comme la Green Tech, est en mesure de transformer nos entreprises sur le volet export. Nous en avons cartographié les principaux acteurs pour accompagner les PME, start-up, PME, ETI françaises à onboarder les bonnes solutions Made in France en matière de digital, jouant la carte de la souveraineté. Et nous allons mettre en face des programmes de transfo, des programmes d'accélération comme on l'a cité, où nous allons diagnostiquer quelle est la maturité de l'entreprise et proposer derrière un plan de transformation digitale pour qu'elle onboard tous les sujets qui sont la gestion RH, la logistique, la comptabilité, le juridique, les financements internationaux, l'assurance par exemple, etc., etc. Et là, la scène bouge énormément. Tout ce qui est sur l'assurance, on va dire, sur la tech, tout ce qui est sur le financement sur la tech, ça bouge très fort. L'intelligence artificielle croisant tout un tas de technologies sur les tokens et autres sont en train de nous démontrer des modèles que nous devons surveiller et onboarder aussi en termes de solutions pour nos entreprises et bénéficiaires. Le climat, vous connaissez, on va revenir tout à l'heure sur le bonus climatique, mais il y a un autre sujet qui est tout simplement le bilan carbone des boîtes qui exportent. Ça n'est pas sale l'export. Et ça, c'est un débat dans lequel on est rentré pendant l'année 2021, qu'il a fallu défendre, parce qu'à un moment donné, se poser la question, de dire quand même la mondialisation, c'est pas heureux, la mondialisation, c'est sale, et le développement international ne répond pas aux enjeux du climat. Ben, il a fallu naviguer à vent contraire sur ce sujet-là, démontrer avec un groupe qu'on avait baptisé Solex. Alors pourquoi? Parce que Solution Export, ça me revient. Solution Export avec Alain Matéjac, pour que le verbatim, le rationnel et les livrables qu'il y a derrière cette mobilisation de place, donc qui est œcuménique, hein, il n'y a pas de marque, c'est pas le public et le privé, c'est tous ensemble, cette communauté de l'export, écrire ce qu'était la réalité de l'impact climat et de la contribution à la transition que l'export pouvait apporter dans son métier, dans sa verticale. Et donc, traduire ça sur des diagnostics pour que les entreprises sachent où elles en sont en termes d'impact carbone et comment elles peuvent améliorer leur trajectoire sur la logistique, sur la commande, sur les intrants, sur tout un tas de les voyages. Enfin bref, ce sont des politiques très concrètes que nous allons proposer aux PME et ETI. En matière d'accompagnement, il y a les accélérateurs, ça a été cité. Bah, c'est simple, on va faire x5, on va multiplier par 5 la capacité de nos accélérateurs à porter des boîtes vers l'international. Ça suppose, par grande région du monde, de décliner ce que l'on fait, aujourd'hui sur l'accélérateur Afrique, sur l'ASEAN, sur l'axe Indo-Pacifique en général plutôt, sur l'Europe, sur l'Afrique à nouveau, sur les Amériques en général et sur les États-Unis. Donc à chaque fois, des promos de 30 à 40 entreprises par an qu'on va embarquer dans ces transformations-là, sur des plans strat à 1 an et demi à 2 ans. Donc c'est simple, on est en train de construire l'université publique de l'export d'une certaine façon, qui va réunir à la fois de la compétence. Certains d'entre vous y contribueront parce que vous êtes conseiller du commerce extérieur, parce que vous avez une expertise, parce que vous allez apporter à ces entreprises un savoir-faire qui va leur être très utile. Et nous allons professionnaliser la démarche d'internationalisation de nombreux entrepreneurs français qui le découvrent. S'agissant ensuite des produits, eh bien, la simplification, Nicolas le disait, sur la régionalisation est un enjeu fondamental. Nous allons travailler avec les équipes, notamment d'assurance export, sur les préfis et les cautions pour réussir à ramener la compétence, la décision dans les régions, notamment pour les PME et les ETI. On parle d'une volumétrie d'à peu près, sous contrôle, 150 OP par an à peu près, hein, qui devrait être traitée cette fois dans les directions régionales de BPI France, au plus près des banques et au plus près des entreprises qui en bénéficient déjà aujourd'hui. Ce sont des équipes d'assurance export, by the way, qui sont déjà déployées en région. Hein. On parle notamment de ceux qui traitent les assurances prospection aujourd'hui et qui sont en fronting sur nombre d'opérations que nous amenons auprès des entreprises. Alors, et j'insiste, c'est de l'assurance export. Il n'y a pas de sujet de muraille là. D'ailleurs, il n'y en a pas, puisque sur caution préfit, on est à peu près tranquille. On n'est pas embêté, entre guillemets, par la démonstration de l'équilibre de marché. S'agissant ensuite de l'ambition, et j'en terminerai peut-être sur ce point-là, tu me dis si j'ai oublié quelque chose, hein, mais sur l'ambition notamment de la logique marchande. Originer du business, faire du business. Nous avons aligné notre stratégie avec celle de Business France pour que nous soyons en mesure, comme l'a dit Nicolas tout à l'heure, de trouver davantage de clients à des PME qui ont du mal à en trouver, de construire des infrastructures de financement qui leur permettent de sécuriser des deals et de fournir du contenu industriel pour des acheteurs privés, par exemple, dans le monde, voire pour des ensembliers. Alors, rien de très nouveau, vous allez me dire, d'autres le font. Bah oui, mais il était temps qu'on le fasse. Et donc, nous avons une stratégie très offensive sur les EPCistes, nous allons en parler. Une stratégie qui sera tout aussi offensive sur quelques grands acheteurs ciblés.
Et puis voir avec quelques partenaires bancaires dans le monde qui pourraient nous aider à irriguer à travers les solutions internationales de financement des plus petits tickets ou dans des sujets de devises, car comme vous le savez, et je note que personne n'a posé la question à Nicolas, nous ne faisons pas de financement en dollars. Alors il ne le souhaite pas, ça tombe bien, il est parti, mais il est convaincu entre nous, on est en ligne là, c'est live, hein, on ne sait pas qui regarde. Oui, on me dit oui là-bas au fond. Bon, donc que l'alternative américaine n'est pas sécurisée, pour le dire simplement, et que par conséquent, le retour d'un passé récent dans l'équilibre américain et de sa relation au monde est possible, sans le dire autrement. Et donc, si c'est possible, il ne veut pas tomber dans une thématique qui est une problématique que l'État défend énormément, la souveraineté, notamment du véhicule BPI-France, qui nous permet de faire aujourd'hui beaucoup de choses. Voilà en synthèse les principaux points. Alors évidemment, c'est très profond derrière en granularité, mais qui vont nourrir notre plan stratégique et qui vont nous permettre de vous proposer, en fonction d'ailleurs de l'avis de nos actionnaires dans les prochaines semaines, d'être très proactifs aux côtés de Business France sur la capacité à changer d'échelle dans la volonté de créer du business et de suivre le business tant des clients de nos partenaires bancaires que des clients qui sont dans la salle. Malheureusement, pas assez de PME. C'est d'ailleurs, Nicolas l'a dit, notre sujet principal. C'était l'ambition de 2014, d'avoir davantage de PME et de TI embarqués dans nos solutions. C'est le cas. Je rappelle que 70% du portefeuille de l'assurance prospection a été renouvelé en 4 ans. C'était des clients qui ne connaissaient pas Assurance Export et qui ont embarqué à travers ces outils-là. Alors de là à ce qu'ils achètent de l'assurance crédit, c'est encore une autre étape. C'est un outil qui est, on le rappelle souvent, en subsidiarité d'un marché qui est quand même très présent jusqu'à aujourd'hui, notamment dans le secteur privé. Et donc on va là, je vous donne juste un chiffre d'affaires FAB de la France à l'export, à peu près 515 ou 519 milliards d'euros en 2021. Sous votre contrôle, on n'est pas loin de ça, hein, sur l'atterrissage, à peu près. Tout ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, à quoi ça a servi? C'est le plus haut niveau historique du chiffre d'affaires de la France à l'export. Alors le moteur est un peu enrayé par les intrants, hein, vous aurez compris, en termes de déficit. Mais le chiffre d'affaires est là, et 15 000 exportateurs de plus. Est-ce que c'est suffisant? Non. Est-ce qu'il nous faut aller plus loin? Certainement. En revanche, vous voyez bien que quand on prend 21 milliards d'euros de garantie publique sur le bilan de l'État, on est là où c'est utile, on est là où c'est nécessaire, sans quoi ce chiffre d'affaires export de près de 21 milliards que nous garantissons à travers les contrats que vous prenez ou que vous réalisez, n'existerait pas. Alors ce sont des continents stratégiques, ce sont des risques particuliers, ce sont des thématiques sur lesquelles nous investissons massivement comme le climat, et donc c'est là où nous avons une carte à jouer dans l'action publique et dans notre levier de subsidiarité que j'appelle dynamique. C'est une subsidiarité intelligente qui embarque le secteur privé avec nous, mais qui ne se substitue pas à un secteur privé qui ne veut pas faire l'effort d'aller dans des zones de risque qu'il doit prendre également à nos côtés. J'ai essayé de tenir dans les 5 minutes, c'était 7 minutes, je crois que j'ai dépassé, mais c'est pas grave. Bonjour à tous. Alors je vais être moins exigeant envers moi-même, je vais dire moins de choses, à peu près en autant de temps. D'abord, vous dire que je suis très content d'être là, très content de vous écouter. Vous êtes ceux qui réalisent cette activité à l'export qu'on essaye de soutenir. Et donc, on est là pour vous écouter, essayer de répondre à vos demandes. Vous avez vu, Nicolas Dufourcq l'a dit, Pedro Novo l'a dit, notre offre s'est adaptée. Et on va continuer de l'adapter pour vous accompagner dans vos projets à l'international, que vous soyez exportateur, banquier, assurance. Je voulais vous parler de 3 sujets principaux ce matin, donc essayez d'être bref. Le premier, c'est vous dire que avec la crise, d'abord liée au Covid, ensuite liée à la guerre en Ukraine, on a essayé de rester ouvert le plus possible sur des géographies pour vous accompagner dans une période qui a été difficile. Et si vous regardez l'évolution de la carte de la politique de financement à l'export, vous voyez qu'elle reste à peu près aussi verte d'une année sur l'autre, alors même que les risques dans le monde, le niveau d'endettement public s'est accentué. C'est une volonté d'accompagnement contracyclique de l'État. Et quand on voit le volume des garanties accordées en 2021, qui est un volume record, hein, près de 20 milliards d'euros, 17 milliards d'euros en assurance crédit, ça correspond en fait à cette volonté d'accompagner, de prendre le relais pour prendre du risque quand la conjoncture devient plus difficile. Cette volonté du gouvernement, elle s'est matérialisée par un volet export qui était présent dans le plan de relance et qui était à nouveau présent dans le plan de résilience qui a suivi la guerre en Ukraine. Donc cette volonté-là, évidemment, on la poursuit et on va continuer à essayer de vous accompagner. Le deuxième point dont je voulais vous parler, c'est évidemment, Pedro l'a très bien dit, on s'inscrit dans une concurrence internationale. Une concurrence internationale
entre pays de l'OCDE, beaucoup aussi avec des pays qui ne sont pas partis à l'arrangement OCDE et qui sont vos concurrents dans les pays dans lesquels on vous accompagne, et notamment les pays en développement ou émergents. Donc on est dans une semaine un peu particulière, on a des négociations à l'OCDE, réunion des participants, réunions techniques, dans lesquelles on s'est très fortement investi autour de deux objectifs principaux. Le premier, c'est assouplir l'arrangement OCDE sur les crédits export. Cet assouplissement, c'est essayer de permettre des maturités un peu plus longues, de permettre des termes de paiement un peu plus souples et de permettre d'abaisser les primes servies par les pays bénéficiaires, les pays clients, notamment pour les maturités les plus longues. Assouplissement, donc modernisation de l'arrangement OCDE, c'est comme ça qu'on l'appelle, mais également extension du champ de l'annexe sectorielle dédiée aux projets climatiques qu'on veut, qui permet des financements plus attractifs et qu'on veut encore étendre. Et donc c'est des travaux sur lesquels on est très investi cette semaine, mais évidemment tout au long de l'année. Le deuxième sujet dont je voulais vous parler, c'est le sujet de verdissement. On a été très présent sur la thématique du verdissement ces dernières années. Vous nous avez entendu beaucoup sur le sujet. Vous allez peut-être nous entendre un petit peu cette semaine avec la publication du rapport de la coalition Export Finance for Future qui va décrire l'évolution des portefeuilles des agences de crédit export en termes de projets fossiles d'une part. Vous avez, donc il a été publié la semaine dernière. Vous avez pu voir que ça a diminué dans l'ensemble des pays d'ailleurs membres de la coalition, et des projets verts qui ont très fortement augmenté. Cette hausse des projets verts, c'est en partie la mobilisation du bonus climatique qu'on a mis en place et que vous utilisez de manière croissante, qui permet d'augmenter les montants financés et qui permet de vous accompagner sur notamment des financements de projets de très grande ampleur. Et donc, toujours, comme l'a dit Pedro, dans une logique d'accompagnement de nos exportateurs. La volonté d'accompagner la transition écologique, c'est aussi notre capacité à prendre plus de risques sur des projets, que ce soit en GPS ou en garantie export, vis-à-vis de structures plus compliquées sur lesquelles on essaye de noter et d'accompagner, récemment, dans des projets, par exemple, de cargo à propulsion vélique, de batteries, de différents domaines dans lesquels on a indiqué aux porteurs de projets et aux banques qu'on était prêts à accompagner. Le troisième sujet que je voulais évoquer très rapidement, c'est évidemment notre disponibilité pour continuer à améliorer l'offre. Donc tu as beaucoup parlé de digitalisation, c'est un point important. Tu as parlé d'accompagnement des clients étrangers, des EPCistes étrangers pour venir acheter français, du travail qui doit être réalisé par toute la team France Export pour proposer des offres françaises, des exportateurs français à l'accompagnement, et puis pour vous accompagner également, banquier, quand vous allez proposer une solution à un acheteur étranger ou à un EPCiste étranger. Voilà, ça fait partie des thèmes de réflexion, c'est évidemment pas les seuls sur lesquels on travaille, et donc à votre disposition pour échanger, et surtout à votre écoute au cours de la matinée. Merci. J'ajoute un point. C'est pas fini. Hein, répondre à des... Est-ce qu'il y a des questions? Voilà. Est-ce que vous avez... Oui, vas-y, rajoute. Les questions arrivent, ça vous laisse le temps. Juste, je précise que lorsque tu cites sur notamment sur les batteries, qu'il existe également parmi les dossiers que nous avons regardés récemment, des dossiers domestiques. C'est-à-dire que ce sont des dossiers à l'usage de la GPS, hein, dont on essaie de démontrer d'ailleurs l'utilité dans une extrême flexibilité. Nous sommes dans un enjeu de financement domestique. Hein. Je ne sais pas si on peut le citer, le projet en question. Non, alors ne le disons pas. C'est un projet emblématique de batterie dont le démonstrateur sera quelque part dans le centre de la France et dont l'usine sera dans le nord. Et donc ce démonstrateur ferait l'objet d'un financement structuré d'ailleurs, avec des actionnaires, des investisseurs, une dette, plusieurs prêteurs et une très forte volonté internationale derrière. Naturellement, l'objet de cet investissement est comme le disait Nicolas, c'est une parfaite illustration d'une start-up industrielle. L'objet de ce démonstrateur et de l'usine derrière, c'est de catapulter 95% de la prod dans le monde. En Europe d'abord et dans le monde. Et donc, c'est essentiel. Donc ça, on voit bien là un pas qui a été fait
parce que c'est quand même, il y a 2 ans, ça n'existait pas. On n'imaginait même pas utiliser le métier du soutien public à l'export pour un financement domestique, y compris dans cette configuration-là, hein. Donc c'est une démonstration que ça marche, dès lors qu'il y a un travail en profondeur qui est fait avec les équipes. Et mon deuxième point que je voulais rajouter, c'est que c'est vraiment pour vous ce matin, notamment j'insiste sur la voix du client, hein, dites ce qui va, on est preneur évidemment, ça fait toujours plaisir, dites aussi ce qui ne va pas. Et notamment, alors, sur le benchmark, bien évidemment, on prend tout ce que je vois François qui sourit parce qu'il va prendre les commandes. On commence à comprendre en benchmark, notamment, on a vu à Lisbonne, les uns et les autres qui font plein de choses. Et je dois reconnaître, entre nous, qu'il y a quelque chose que d'autres ici font probablement mieux que nous, c'est le pan. C'est-à-dire qu'ils annoncent faire des choses extraordinaires, en vrai. Quand on décortique le truc, franchement, on n'a pas à rougir. Et ça, il faut quand même l'assumer. C'est-à-dire que c'est quand même, quand on regarde vraiment ce que font nos challengers européens, ben en vrai, on n'a pas vraiment à rougir. Qu'on puisse progresser sur certains sujets, oui. Mais on a sans doute un sujet de faire savoir. On doit mieux le faire au sein de cette communauté, mieux communiquer au sein de la communauté. Alors, on est présent dans les différentes instances, mais il y a un vrai travail de vulgarisation des combats que vous gagnez et que nous gagnons collectivement. Merci beaucoup. Est-ce que l'un de vous a une question à poser à Paul ou à Pedro? La voix du client, ils sont là, hein, au 3e rang. Henri. Une question, parce que vous parlez beaucoup des challengers européens, d'accord, mais les challengers, ils ne sont pas forcément européens, ils sont parfois en dehors de l'Europe. Et quelles sont les bonnes idées qu'on vous voyez et qu'on pourrait développer de challengers non européens, qu'ils soient britanniques, américains, japonais, coréens? C'est des gens de l'OCDE. Hein. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre chez eux pour être plus efficace chez nous? Je crois qu'une des réponses à cela est l'intégration de la Team France Export. De manière très concrète, d'aller voir des EP6, par exemple, internationaux, avec le catalogue de cartes de visite de PME industrielles françaises, on ne l'a jamais fait. C'est pas évident, mais on ne l'a jamais fait. Les Canadiens le font très bien. C'est les champions. Et donc, ça ne nous a pas échappé. Et ça fait, les Suédois aussi, hein, j'entends Suédois évidemment. Et ça fait 3 ans qu'on observe ça avec beaucoup d'attention. On est allé les voir plusieurs fois, ils sont venus nous voir. Mais d'ailleurs, ils nous disent, pourquoi vous ne le faites pas, vous? Alors, nous, on s'organise, parce qu'évidemment, on est pris dans nos verticales de métier. C'est aussi notre façon de fonctionner historique. Et donc, on est en train aujourd'hui, et avec le soutien des tutelles, de travailler en coopération très proche avec Christophe Lecourtier et ses équipes. Et on a construit un plan strat ensemble. Donc, on va le faire. On va faire des tournées en France avec ces grands acheteurs. Ils vont venir rencontrer les industriels de nos territoires. On va leur montrer les 10 ou 15 qui comptent, avec qui ils doivent travailler. Et donc, ensuite, il y a du follow-up. On va leur faire concrétiser ces contrats commerciaux. Donc là, oui, déjà, ça, c'est incomparable, très concret. Au-delà des produits, c'est sur la démarche, la partie marchande du métier sur l'intégration TFE. Sur le reste, je ne sais pas si tu veux rajouter, en pleine négo au C2, c'est peut-être intéressant d'ailleurs, de voir ce que les uns et les autres peuvent nous proposer. Déjà, on a adopté des conclusions crédit export. C'était la première fois sous présidence PFUE. Et l'objectif, notre objectif, on est des gens dans l'Union européenne qui sont rigoureux, qui appliquons l'arrangement au CDE, et on a parfois l'impression que d'autres l'appliquent avec moins de scrupules. Et donc, on s'est doté d'un discours au sein de ces conclusions crédit export et dont on voit l'effet aujourd'hui à l'OCDE pour être plus assertif. C'est-à-dire pour avancer dans la modernisation de l'arrangement OCDE, indiquer que côté européen, c'était un sujet qu'on suivait et qu'on portait à un niveau politique. Donc je pense que c'est important pour nous de rendre les financements OCDE plus compétitifs, évidemment vis-à-vis des pays qui ne sont pas membres de l'OCDE, mais aussi vis-à-vis de pays de l'OCDE qui sont soumis à l'arrangement, mais pour qui il n'est qu'un gentleman's agreement. Le deuxième sujet, toujours dans le domaine de l'arrangement OCDE, ça a pu être à l'occasion d'utiliser une procédure de matching, c'est-à-dire une procédure qui est permise par l'arrangement, qui nous permet de nous coller à une offre financière d'un pays non participant ou participant plus avantageuse que l'arrangement et qui nous permet d'accompagner l'exportateur dans le pays. On ne l'avait pas fait
à ma connaissance, et on l'a utilisé très récemment dans un dossier au Sénégal. Donc voilà, cette volonté d'être un peu plus assertif, je pense que c'est quelque chose qui est important et qui va nous aider aussi à pousser l'agenda de la modernisation de l'arrangement. C'est évidemment pas suffisant. Il y a évidemment tout un tas de dispositifs qu'indique Pedro vis-à-vis d'autres pays. On le voit, hein, on a plein de sujets sur lesquels il faut progresser. Nous, un des sujets sur lesquels on veut progresser, c'est les petits crédits export, vous le savez, en direction des PME. Et ça, on pense qu'on peut le faire en améliorant la digitalisation, en étant plus à l'écoute des clients, en facilitant le travail pour chacun. Et quand on voit ce que font d'autres pays, qui soient ou pas membres de l'Union européenne, membres de l'arrangement, on se rend compte qu'il y a de la marge. On a les meilleurs établissements financiers en termes de crédit export probablement au monde. Et on continue à avoir ces PME sur lesquels on pense qu'on pourrait aller plus loin pour les accompagner. Donc ça fait partie d'autres types de sujets qu'on essaye d'adresser. Il y en a évidemment plein. L'accompagnement de projets domestiques avec la garantie des projets stratégiques, mais aussi l'accompagnement de projets à l'étranger pour sécuriser des contrats d'approvisionnement pour des entreprises françaises présentes à l'export, donc des contrats d'off-take. C'est aussi des sujets sur lesquels on a travaillé, on a avancé. Voilà, on essaye de faire des choses et toujours dans une logique de réponse à une demande. On n'invente pas des choses en chambre, c'est vous qui nous faites remonter les besoins. Parfois on sait y répondre, on est content, et parfois on ne sait pas, et on dit faire. Merci beaucoup à tous les deux pour vos discours optimistes, et je vais réutiliser cette phrase que j'adore, take action or fall behind. Merci. Merci. Alors pour exporter, il faut savoir ce qui se passe dans le monde. Donc Baptiste, qui a un peu mal au dos, tu veux t'asseoir, rester debout, ok, va nous donner son point de vue sur l'analyse de la situation macroéconomique dans le monde. Merci Baptiste. Bonjour à tous, ravi d'être parmi vous ce matin. Donc je voulais effectivement à mon tour prendre ces quelques minutes pour partager avec vous quelques vues sur les perspectives de l'économie mondiale. L'économie mondiale dans un contexte de cette première partie de l'année 2022, on sait où le tableau macroéconomique, géopolitique, financier, eh bien c'est quelque peu assombri, avec notamment cette guerre en Ukraine, ces confinements du côté de l'Asie et de la Chine, et tout ça, finalement alimentant, renforçant un contexte de remontée de l'inflation qui pousse aujourd'hui la plupart des banques centrales sur la planète à amorcer un cycle de durcissement des conditions monétaires. Alors dans ce contexte, quelle perspective peut-on entrevoir pour l'économie mondiale dans ce contexte un petit peu compliqué? Quels sont les principaux risques? Je voulais partager avec vous eh bien, quelques points d'appréciation, vraiment de synthèse dans cette présentation, en commençant peut-être assez directement par regarder où en est le consensus aujourd'hui des prévisions d'activité au niveau mondial pour 2022 et 2023. Vous avez ici représenté une des toutes récentes prévisions d'il y a seulement quelques jours de l'OCDE pour l'économie mondiale et ses composantes en 2022-2023. Et ici, le premier message, si vous regardez les chiffres dans le tableau et surtout les chiffres entre parenthèses, est que, eh bien, force est de constater que face à ces multiples chocs qui sont mis en travers de la route de l'économie mondiale ces derniers mois, on assiste à une révision assez substantielle à la baisse des perspectives de croissance pour 2022 principalement, mais également pour 2023 par rapport à ce qu'on pouvait prévoir encore il y a seulement quelques mois. Alors les prévisions d'il y a quelques mois, il faut revenir un petit peu en arrière, on était quand même assez dynamique, assez optimiste. On sortait d'une crise sanitaire, certes, mais l'économie mondiale avait plutôt bien, voire très bien réussi sa sortie de crise sanitaire. En particulier dans le secteur industriel, vous voyez d'ailleurs sur le graphique ici à gauche, le niveau de production industrielle au niveau mondial, c'est la courbe en noir. Ici, le dernier point sur ce graphique, c'est le point de mars. Donc un mois après le départ de cette guerre en Ukraine, était toujours sur des niveaux extrêmement élevés et historiques. Néanmoins, révision à la baisse, mais là aussi, deuxième message, quand on regarde un petit peu ce tableau des prévisions et qu'on regarde surtout 2023, on voit qu'il y a une certaine résilience de ces prévisions d'activité à l'horizon 2023. Alors, évidemment, si on met de côté le cas de la Russie, évidemment. Et tout ça à l'heure où on parle beaucoup et de plus en plus de risques de scénarios de stagflation, donc de régime de croissance très faible, couplé à un régime de croissance d'inflation très élevé.
à l'heure où on parle de plus en plus de risques de récession. On voit que ce n'est pas encore du tout ce qui est, en tout cas dans ces scénarios du consensus en ce milieu d'année. Ce qui ne veut pas dire que ce ne sont pas des risques qu'il faut considérer. J'en parlerai dans une deuxième partie de cette présentation. Mais néanmoins, révision à la baisse des perspectives de croissance en quelques mois. Et pour cause, ce qu'on a revu surtout en quelques mois, cette fois à la hausse, ce sont évidemment les scénarios d'inflation pour la plupart des économies autour de la planète. Vous avez ici les nouveaux scénarios d'inflation, les points en rouge pour les pays de l'OCDE par rapport aux points en bleu qui étaient les prévisions d'inflation qu'on formulait il y a encore quelques mois. Donc on voit bien que ce scénario d'inflation qu'on escomptait finalement en termes de bosse d'inflation qui s'estomperait de façon assez rapide en 2022, c'était le scénario qu'on proposait en début d'année, eh bien, est considérablement remis en cause par les impacts de cette guerre en Ukraine, bien évidemment à travers son impact notamment sur l'inflation des matières premières alimentaires et surtout énergétiques. Et on voit derrière ces prévisions d'inflation sur des niveaux extrêmement élevés pour la plupart des économies. Si on met d'ailleurs un petit peu l'Asie de côté, sur des niveaux qu'on n'avait plus vus depuis maintenant plusieurs années, voire plusieurs décennies pour ces économies. Donc tout ceci, évidemment, a un impact à la baisse sur les révisions de perspectives, notamment pour la consommation. Et également, force un petit peu, si j'arrive à passer à la suite, je n'y arrive pas, voilà. Force également aujourd'hui eh bien, les autorités monétaires eh bien, à prendre la mesure d'une inflation qui finalement, dont le phénomène s'amplifie, se consolide, se renforce. Et c'est ce qu'on a vu ces derniers mois avec un début de durcissement des conditions monétaires assez généralisées autour de la planète. Du côté des États-Unis, du côté du Royaume-Uni depuis quelques mois, du côté de la zone euro aussi qui devrait arriver à commencer à augmenter ses taux dans la deuxième partie de l'année 2022. Et on se rend compte, notamment dans le graphique de droite, que ce phénomène de hausse des taux, que ce soit les taux courts, ce sont les barres grises, les taux longs, les barres rouges, sont en train de progresser sur quasiment l'ensemble des économies de la planète sur ces derniers mois. Donc un phénomène de durcissement des conditions de financement face à ce phénomène inflationniste qui a en tronc commun évidemment que partagent beaucoup de ces économies. Si on regarde en revanche cette progression des taux par rapport à la progression de l'inflation, qui sont les barres en bleu ciel, on voit néanmoins que cette hausse des taux, pour le moment, ne suit pas d'autant cette progression de l'inflation. Donc les taux réels, ce qui compte vraiment pour les décisions des acteurs, hein, c'est-à-dire les taux déduits de l'inflation, restent à ce stade encore modérés, même si à la mesure que l'inflation va peut-être diminuer dans les prochaines années, tout ça créera un durcissement des taux réels, cette fois, si les taux monétaires se maintiennent. Ce changement de braquet des politiques monétaires donc, conduit à un durcissement des conditions de financement et pose évidemment de plus en plus de difficultés du côté de la politique budgétaire qui se voit face à des arbitrages évidemment dans ce contexte de plus en plus difficile. On le sait, des politiques budgétaires qui ont été déjà fortement mises à contribution ces 2 dernières années pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire et parfois dans un certain nombre d'économies, notamment dans les économies émergentes, après une trajectoire de hausse de la dette et de déficit élevé sur les 10 dernières années. Donc tout ça va rendre évidemment dans les prochains temps des arbitrages de plus en plus difficiles pour les finances publiques, d'autant plus que face à ce choc économique lié au relèvement de l'inflation, eh bien, il y a des besoins de financement qui augmentent à court terme pour essayer d'amortir un tant soit peu le choc sur ces économies. Donc vous avez ici un petit peu, alors de façon très résumée, les mécanismes qui président aujourd'hui à une révision assez nette à la baisse des scénarios de croissance, donc surtout conséquence de cette guerre en Ukraine qui conduit à revoir ce scénario d'inflation. Maintenant, ce que je disais en commentant les prévisions, c'est qu'il y avait une certaine résilience tout de même de ces prévisions et qui ne sont pas non plus totalement effondrées. Pour cause, quand on regarde un petit peu ce qui se passe aujourd'hui dans la dynamique économique, notamment sur les principales zones économiques de la planète, États-Unis, zone euro et Chine, vous avez ici le résultat des plus récents indicateurs d'activité, donc les indicateurs de climat des affaires, ce que renvoient les chefs d'entreprise quant à la situation de leur activité.
Si on met évidemment le cas de la Chine à part, vous voyez que l'indicateur ici baisse sous la barre des 50, ce qui signale une activité en contraction. Évidemment, ici, il faut voir la conséquence des confinements du printemps, mais quand on regarde ce qui se passe du côté de la zone euro, quand on regarde ce qui se passe du côté des États-Unis, eh bien, on voit une certaine forme de résilience de ces indicateurs, hein, encore jusqu'à la fin de ce printemps 2022, ce qui signale un niveau de production toujours assez dynamique, des carnets de commandes toujours dynamiques, et ce qui explique aussi que le marché de l'emploi sur ces différents marchés reste lui aussi encore dynamique. Bien évidemment, si l'inflation perdure, tous ces indicateurs devraient commencer à ralentir dans les prochains mois et les prochains trimestres. Alors, je vais y arriver. Pour finir, je voulais finir le tableau d'ensemble sur ces prévisions, peut-être pour adopter une vue un petit peu plus large. Ici, vous avez ces prévisions d'activité pour 2022-2023 faites en ce milieu d'année 2022 pour les différentes zones géographiques de la planète. Donc ici, on englobe à la fois les grandes économies développées, émergentes, mais aussi tout l'ensemble des pays en développement. Ici, pour montrer que certes, on a une révision dans beaucoup de cas des perspectives de croissance à la baisse par rapport à ce qui était prévu il y a encore 6 mois, mais finalement, ce phénomène inflationniste donc, qui passe par une envolée des prix des matières premières a des effets aussi redistributifs extrêmement importants autour du globe. C'est une facture de plus en plus chère à payer pour nos économies, en particulier les économies européennes, mais c'est une facture qui, à l'inverse, est encaissée par des économies exportatrices. Ce qui fait que quand on regarde un petit peu ces prévisions, on voit que sur certaines zones comme l'Amérique latine, l'Afrique subsaharienne, ces révisions de croissance ont été beaucoup plus modestes, voire quasi inexistantes. Et on a même une révision à la hausse des perspectives de croissance dans la zone Moyen-Orient, Afrique du Nord. Beaucoup d'hétérogénéité évidemment dans ces zones, mais on voit ici que certains profitent évidemment de ce contexte de prix des matières premières extrêmement élevé et voient des prévisions de croissance, somme toute, toujours dynamiques, voire de plus en plus dynamiques pour ces 2 prochaines années. Voilà un petit peu pour le panorama que je voulais faire vraiment en synthèse sur ces perspectives de l'économie mondiale qu'on peut dresser en ce milieu d'année 2022. Perspectives qui sont évidemment dressées dans un contexte toujours fortement incertain, fortement volatile, et donc il y a un certain nombre de risques évidemment qui pèsent sur ces scénarios. Et je voulais finir cette petite présentation par discuter de quelques-uns de ces risques. Le premier risque, même si on en parle de moins en moins, c'est le risque sanitaire. Ici, peut-être, contrairement aux années précédentes, la balance des risques est beaucoup plus équilibrée que les années précédentes. Du côté positif, on a une économie mondiale de plus en plus vaccinée. Et donc, on a assisté d'ores et déjà à une réouverture de la plupart des économies autour du globe. Et tout ça a créé un effet de rebond assez important de la mobilité au niveau mondial. Vous avez ici, par exemple, sur le graphique de gauche, on voit très bien ce rebond, notamment du tourisme international, qui a eu lieu depuis plusieurs trimestres, si on met de côté la zone Asie. Et tout ceci devrait continuer sur cette lancée et provoquer un effet de rattrapage important, en particulier pour les économies très dépendantes de ce tourisme international, qui ont fortement souffert pendant ces 2 dernières années. Du côté plus négatif, eh bien là, évidemment, je pense au risque sanitaire du côté chinois, une stratégie zéro Covid de la Chine, dont on a vu les aléas se matérialiser tout simplement au printemps, avec un effet extrêmement important à la fois sur la macroéconomie chinoise, mais aussi en termes d'impact sur le bon fonctionnement des chaînes de valeur, d'un certain nombre de chaînes de valeur au niveau mondial. Alors, si j'y arrive, je voulais parler effectivement d'un deuxième jeu de risques. Donc, après des risques sanitaires plutôt balancés, ici des risques liés aux conséquences de la guerre en Ukraine, dont le prix n'est peut-être pas encore totalement clair. Évidemment, beaucoup d'incertitudes liées à ce contexte de guerre en Ukraine. Et ici, les risques sont bien évidemment beaucoup plus orientés à la baisse. On le sait. Un conflit qui porte en lui un effet assez déstabilisateur
pour un certain nombre d'économies via son impact sur les prix des matières premières. Alors il y a 2 canaux principaux dont on peut discuter évidemment des conséquences de ce conflit. D'une part, par l'importance de ces marchés ukrainiens et russes sur les approvisionnements alimentaires. Donc ça, c'est un premier jeu de risque effectivement important, en particulier pour un grand nombre de pays en développement, de pays à faible revenu, très dépendants des approvisionnements d'un certain nombre de matières premières agricoles exportées par ces 2 économies. Vous avez ici quelques exemples. Et tout ça, évidemment, porte un potentiel de déstabilisation extrêmement important si la question des approvisionnements alimentaires était amenée à perdurer et en tout cas à se détériorer dans les prochains mois et les prochains trimestres. Voilà, je vais y arriver. Deuxième source de risque, évidemment, par rapport à ce conflit en Ukraine, c'est bien évidemment l'impact de cette guerre sur les marchés des matières premières énergétiques, prix du pétrole et prix du gaz pour les Européens. Et ici aussi, beaucoup d'incertitudes sur l'évolution future de ces marchés dans les prochains mois et les prochains trimestres en fonction du dénouement du conflit. Alors, ici, les incertitudes sont peut-être surtout du côté des prix du gaz, dans la mesure où ici les possibilités de substitution, on sait à court terme, en particulier pour les économies européennes, qui sont les plus dépendantes des approvisionnements russes en gaz, sont extrêmement limitées à court terme. Et ici, évidemment, on a un certain nombre de risques baissiers sur la croissance d'un certain nombre d'économies européennes très dépendantes, parmi les plus dépendantes du gaz russe, et en particulier les économies européennes avec un secteur industriel important et qui pourrait, en cas d'aggravation des problématiques d'approvisionnement dans les prochains mois et d'ici l'hiver prochain, se retrouver confrontés avec des risques effectivement extrêmement importants sur leur activité, notamment leur activité industrielle. Voilà, donc je voulais terminer ici cette présentation par ce petit mot de conclusion, si j'ai le temps, Maëlia, pour dire que finalement, dans ce contexte d'une économie mondiale qui est assez fortement impactée par les conséquences notamment de cette guerre en Ukraine, on voit pour l'économie mondiale, mais en particulier pour les économies européennes, qu'on est face à nous un choc énergétique extrêmement important, qui à bien des égards, vous pouvez le voir ici, dans ces métriques, ressemble à ce qu'on a pu connaître dans les années 70. Donc un choc énergétique d'une ampleur assez importante qu'il va falloir encaisser pour nos économies. Et bien évidemment, ce choc réaffirme, s'il était besoin de réaffirmer, les enjeux de transition énergétique aussi pour nos économies. Une urgence à la transition énergétique qui est réaffirmée dans ce contexte. Alors, urgence de basculer, d'accélérer vers une transition vers des énergies plus vertes. Donc ça, c'est peut-être le premier point, mais on sait que ça ne va pas résoudre la problématique de la sécurité énergétique européenne à court terme. Et d'ailleurs, on voit que, au contraire, à court terme, on a plutôt des solutions de substitution court-termistes qui vont peut-être dans le sens inverse de cette transition. Mais également urgence à accélérer sur le volet de l'efficience énergétique face à ce choc énergétique. Et on a vu, vous pouvez voir ici les conséquences des précédents chocs pétroliers. On avait eu tendance à avoir une accélération de l'efficience énergétique à l'issue de ces chocs pétroliers. Donc ça va être tout le défi pour les économies, notamment économies européennes, dans ces prochains trimestres, d'arriver à marier ces questions de sécurité énergétique qui sont renforcées par cette guerre en Ukraine et d'accélérer assez fortement sur la transition énergétique. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette petite présentation. Et Maëlia, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Baptiste. Toujours très intéressant, surtout pour l'audience qui ne travaille qu'à l'export. Je vais prendre une question parce qu'on a pris du retard au tout début. Si jamais il y a... Est-ce que quelqu'un aurait une question ? Bon, s'il n'y en a pas, c'est que tu as été très très clair. Et voilà, tes différents points sont effectivement assez probants. Merci beaucoup. Alors, vous avez beaucoup écouté depuis ce matin. Maintenant, on va jouer. Donc, vous allez vous mettre sur le Wi-Fi de la salle, qui est
Wi-Fi Haussmann, c'est ça? Voilà. Et vous acceptez 6-8 boulevard Haussmann. 6-8 Haussmann Guest, voilà. Non, il faut le code. Robinson, il faut le code aussi. Et vous allez réussir, y compris ceux qui sont au fond de la salle? Ah, ok. Donc, vous scannez le QR code et on va vous faire répondre à 4 questions. Ça marche quand on scanne? Oui? Je crois que vous avez le QR code sur votre badge, m'a dit Ève. Non, non. Alors Charlotte me dit non, c'est celui-là. Si vous n'arrivez pas à scanner, vous avez ce code-là. Donc vous allez dans l'appli klaxoon.com et vous tapez ce code. Je savais que ça serait la période qui prendrait le plus de temps. Et sinon, tapez le code. Hein. C'est bon? Est-ce que vous pouvez lever la main, ceux pour qui c'est bon, que je vois à peu près? Ah bah oui, alors ça suffit. Alors on va commencer par les questions. Les autres, ils vont nous rattraper. On peut passer les questions? Alors la première question, c'est, et Pedro l'a mentionné, en 2021, sur les 500 milliards exportés par la France, quelle est la part d'exportation destinée à l'Union européenne? Est-ce que c'est... Non, non. On va mettre ça là. Est-ce que c'est 27%, 54%, 39% ou 72%? C'est bon. Alors, on va voir qu'est-ce que vous avez répondu. 45% de bons élèves, puisque c'était effectivement 54%. 27% ont répondu 39, 18% 72 et 9 27. La réponse est 54% de part d'exportation destinée à l'Union européenne. La deuxième question. Alors, parmi ces affirmations sur l'assurance crédit, laquelle est fausse? Les ETI PME peuvent bénéficier sur un certain nombre de nos produits d'une quotité garantie à 100%. BPI France Assurance Export peut couvrir l'ensemble des secteurs d'activité, excepté le négoce international et les biens de consommation. Il n'est pas possible de se couvrir sur le seul risque politique, où la part française minimum pour être éligible à nos garanties est de 20%. Quelle est l'affirmation qui est fausse? Je vois que ça réfléchit, qu'il y a des doutes. Ok, on met le résultat.
Oh là là, il va falloir faire des petits webinaires encore. La bonne réponse était: il n'est pas possible de se couvrir sur le seul risque politique. On peut effectivement demander que du risque politique. Donc vous êtes 48% à dire que BPI France peut couvrir l'ensemble des secteurs d'activité excepté le négoce international et les biens de consommation, mais on peut le faire. Alors, troisième question. Parmi ces conditions de la garantie des projets stratégiques dont il a été beaucoup fait mention, quelles sont les 2 nouvelles suite au décret qui est sorti en janvier 2022? Pas de minimum de part française requis, les 2 nouvelles, hein, le décret en a sorti 2 nouvelles. On pourra faire de la GPS pour les opérations garanties pouvant être localisées en France. L'éligibilité des banques françaises ou étrangères, des entreprises exportatrices et importatrices ainsi que des investisseurs, ou un regard plus favorable de la Commission des garanties sur les projets durables. Là, vous avez deux réponses à donner. Ah, il y en a qui ont répondu très vite, là. J'ai l'impression que la GPS, elle a bien été... le nouveau décret a bien été transmis à tout le monde. Alors, on va arrêter et regarder les résultats. Bravo! C'est effectivement les 2 nouveautés. C'était les opérations garanties peuvent être localisées en France et un regard plus favorable sur les projets durables. Donc, bravo. Et je dis aussi bravo à mes équipes qui ont beaucoup travaillé sur le déploiement de cette GPS et l'explication du nouveau décret. Et la dernière question. Alors, à quelle valeur de BPI France vous identifiez-vous le plus? Optimiste, proximité, proximité du client, volonté ou simplicité? Ok, on peut montrer les résultats. J'en étais sûre. 40% d'optimisme, je vous rejoins. 29% proximité, 29% volonté et 2% simplicité. Ok. Eh bien, écoutez, je vais encourager les optimistes, ceux qui sont proches des clients, la volonté, la simplicité, à aller prendre un petit café.